Oui, en dehors des subventions aux maisons de santé, et d'ailleurs à ce titre, je voudrais dire qu'il y a des maisons médicales, des cabinets médicaux privés, il y a aussi des centres de santé avec des médecins salariés. Aujourd'hui, l'exercice de la médecine salariée, c'est plus de 50% du nombre de médecins, donc il faut le souligner. Il y en a à Morlaix, il y en a à Concarneau, il y en a à Plounéo-Ménez. Donc rappelons aussi l'existence de ces centres de santé. En dehors des subventions aux maisons de santé qui, je pense, sont une bonne chose. Ce plan comporte, à mon avis, beaucoup de mesures d'affichage, voire de mesurettes, de l'ordre de la promotion du département, qui ne changeront pas en réalité la donne pour les Finistériens. Il ne faut pas, je crois, alimenter les illusions. D'où vient la pénurie de médecins? Pour bien comprendre la situation actuelle et ce qu'elle peut être à l'avenir, il faut considérer deux faits. D'abord, l'instauration du numerus clausus en 1971 et jusqu'à aujourd'hui, malgré la suppression déclarée de celui-ci, le nombre total de médecins formés et dans chaque spécialité dépend strictement des décisions du gouvernement. La formation d'un médecin nécessite actuellement de 9 ans à 12 ans pour les spécialistes. Cela aboutit à ce que toute décision d'augmentation du nombre de médecins formés n'impacte l'offre médicale que 10 ans après. Entre 1976 et 2020, la population a augmenté de 12 millions de personnes en France et cette population a vieilli. Or, le nombre de médecins, sur la même période, est passé de 8 700 médecins formés en 1976 à 3 500 médecins formés en 1993. Depuis, on remonte un petit peu, mais c'est insuffisant. L'objectif a trop longtemps été, du côté des médecins, de protéger les revenus des libéraux et du côté du pouvoir public, comme l'a dit Mathieu Stervinou, de contenir les dépenses de santé prises en charge dans le cadre de la sécurité sociale. À la fin des années 90, les mêmes milieux corporatistes ont réalisé que leur pression avait dépassé l'objectif et que la raréfaction du nombre d'étudiants pouvait menacer l'existence de CHU et de facultés comme celle de Brest, plus petite faculté de médecine de France. Elle gênait également le remplacement des médecins libéraux, la vente des patientèles et donc une partie des fonds leur permettant de partir en retraite. Donc ces milieux ont poussé à une augmentation progressive du nombre de médecins en formation, mais le chiffre de 1976 n'a été dépassé qu'en 2019, alors que la population avait cru entre-temps de 6 millions de patients potentiels et que la proportion des médecins des personnes âgées de plus de 60 ans a augmenté de 12 à 22%. Le président Macron, en bon communicant, a annoncé donc la suppression du numerus clausus. Il a alors réussi à faire croire à de nombreux Français que toute limitation du nombre de médecins formés était désormais supprimée et que ce nombre allait connaître une croissance fulgurante. Hélas, la réalité est tout autre et les moyens des facultés de médecine n'ont pas suivi. Où en est-on actuellement? L'objectif d'arriver progressivement à 12 000 médecins formés par an a été avancé par le gouvernement Attal. Mais pour arriver à cet objectif, il faut arriver à maintenir le nombre d'enseignants hospitaliers et les possibilités de formation hospitalière qui sont indispensables, au moins dans les premières années de formation d'un médecin. Or, ces jeunes médecins spécialistes ont actuellement tendance à fuir les carrières d'enseignants-chercheurs en raison du manque de perspectives au sein des CHU et de s'orienter dans les établissements privés où ils peuvent trouver des perspectives professionnelles et des revenus meilleurs. Pendant ce temps, la suppression de nombreux lits hospitaliers a aussi diminué les possibilités de formation de nouveaux médecins. Pendant ce temps, l'administration française laisse croupir les professionnels hors Union européenne, les fameux PADUE, dans un statut précaire et mal payé en refusant de les intégrer dans le statut de praticien hospitalier alors qu'ils assurent les mêmes fonctions que leurs collègues français, parfois depuis de nombreuses années. Ainsi, les hôpitaux français fonctionnent depuis de nombreuses années avec ces médecins formés dans des pays hors de l'Union européenne. Alors qu'ils font le même travail que leurs collègues français, ils sont maintenus dans ces statuts précaires sous-payés. Alors que de nombreux postes de praticiens hospitaliers sont vacants dans les hôpitaux français et que les administrations locales, les hôpitaux, souhaitent pouvoir offrir ces postes, l'administration centrale des hôpitaux s'obstine à organiser des concours avec des critères de recevabilité variables selon les années et les spécialités. Clairement, cette administration centrale
souhaitent maintenir un volant de médecins précaires, corvéables et licenciables rapidement. Au contraire, la reconnaissance de leurs compétences et diplômes permettrait de les stabiliser dans des conditions de rémunération et de statut dignes et d'éviter, pour certains, leur départ pour d'autres pays, d'assurer la survie de nombreuses activités hospitalières et services d'hôpitaux au service des patients qui sont actuellement en grosse difficulté. Au-delà de cet exemple, il faut sortir de la crise globale de notre système de santé par une politique de rupture avec l'ensemble des mesures de rationnement en œuvre depuis des dizaines d'années et également par des politiques de régulation de l'installation des médecins. Monsieur le Président, nous partageons les constats, mais sur ce sujet comme sur bien d'autres, rappelons que l'État doit prendre ses responsabilités et engager les réformes nécessaires pour améliorer l'accès aux soins dans le Finistère comme ailleurs.